Commencer. Alors, bienvenue à tous. C'est une invitation qui a été lancée par le Comité de la République en marche aux Pays-Bas, parce que, évidemment, en tant que Français résidant aux Pays-Bas, on s'intéresse en particulier déjà à la politique et puis également au sujet des élections législatives dans notre pays de résidence, puisque ça aura des conséquences aussi sur notre vie quotidienne, même si nous ne votons pas tous, mais ça aura quand même des conséquences, que ça soit sur notre environnement, que ça soit aussi sur potentiellement notre fiscalité, que ça soit sur les questions d'éducation ou autres. Donc, ça nous paraissait intéressant de pouvoir faire le lien justement entre des gens qui sont actifs dans la politique nationale des Pays-Bas, et puis des Français, des francophones, y compris d'ailleurs des Français de France qui sont actifs pour le coup plutôt dans la politique européenne au sein de la République en marche. Voilà, d'avoir cet échange avec vous. Et D66 est évidemment un allié de la République en marche au sein du même groupe au Parlement européen. Donc c'était d'autant plus intéressant pour nous d'avoir cet échange. Je vais dire peut-être un petit mot sur vous, Joris Baker. Donc vous avez d'abord travaillé dans le privé, et puis vous avez été assistant parlementaire, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis vous êtes élu sénateur depuis 2011. Vous avez été réélu à deux Ouais. reprises, en 2015 et en 2019. Vous avez également été vice-président du Sénat néerlandais, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que vous avez même été président par intérim du Sénat. Et puis, on a la chance aussi d'avoir avec nous, alors excusez-moi pour la prononciation, Anlo van Egmond, qui, j'ai regardé un peu son parcours, un très long parcours dans la politique néerlandaise, qui a dirigé plusieurs campagnes, y compris des campagnes nationales pour D66, et puis qui est membre du bureau exécutif de l'Alliance des libéraux et démocrates européens. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Peut-être, avant de vous laisser la parole, Joris, juste pour ceux qui... On va laisser Monsieur le Sénateur et puis peut-être à nous aussi compléter, faire une brève introduction. Si vous souhaitez prendre la parole, je vous invite soit à envoyer votre question sur le chat, soit à lever la main. Voilà. Et je pense, Yoris, ce qui serait intéressant comme propos introductif, c'est aussi de nous rappeler, parce que on connaît pas, on est tous, certains sont aux Pays-Bas depuis très longtemps, donc ils connaissent bien. D'autres comme moi sont plus récents aux Pays-Bas. Je pense que ça serait intéressant de nous rappeler à la fois le contexte électoral, c'est-à-dire un petit peu les institutions, qu'est-ce que ça va aboutir à quoi ces élections législatives aux Pays-Bas, puis aussi un peu les enjeux. Il y a le Covid, évidemment, qui joue son rôle sur des élections nationales comme celle-là, et puis il y a d'autres sujets, sans aucun doute, qui sont au cœur du débat public néerlandais. Donc ça serait intéressant, dans une première approche, d'avoir votre analyse sur tout cela. Voilà. OK. Bon, mais je vais faire un effort. On a combien de temps prévu Ouais. pour Écoutez, toute la réunion? moi j'ai tout mon temps, mais Ah non, non, mais mais je pense qu'il faut se donner une heure et demie à peu près pour oui, qu'on prenne maximum, quelques questions-réponses. ouais, c'est mon expérience dans une meeting Zoom, après 1 heure et demie, c'est vraiment fini. Bon, l'objectif, comme on a discuté, Vincent, c'est de vous informer sur notre projet politique et le parti des 66, avec ce nom un peu particulier, ça date de 66, et parmi nous, on a Laurent Jean, qui était un des mousquetaires de l'époque. C'est un peu notre 68 heures, Laurent Jean.
et on avait eu l'objectif de changer la politique néerlandaise. Bon, on a fait, mais en même temps, la continuité est plus forte que le changement, comme toujours en politique. Et on a eu des succès, on a eu des défaites. Mais on est encore là, et maintenant, je peux dire, mais corrigez-moi, Anne-Lou ou Jean, je crois que on est l'incontournable parti dans un paysage politique avec les coalitions. On est progressif de gauche. À l'époque, on se comparait un peu avec les radicaux de gauche, mais bon, ils sont partis, je Ils sont crois. fatigués, on va Ils dire sont comme ça. fatigués, ou soit ils sont partis du En Marche, peut-être. Oui, Les beaucoup Modem nous ont rejoints. aussi. Mais c'est un mouvement qui a ses racines, en fait, avant 66 dans une philosophie libérale, social-libérale. Et donc, on était très heureux de voir l'AREM parce que c'était En Marche, c'était un mouvement qui aussi voulait faire quelque chose avec une base politique et électorale comme nous à l'époque. Bon, on fait partie du gouvernement, on avait un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre d'éducation supérieure, ministre d'Affaires sociales et sur la fiscalité. Donc maintenant, on a un parti très bien enraciné dans la politique néerlandaise. Il y a des gens qui regrettent ça, qui ont une sorte de nostalgie pour la période quand on était des mousquetaires, mais en fait, on est beaucoup plus efficace maintenant, je crois, qu'à l'époque. Bon, qui est dans le temps actuel, il faut que je dise quelques mots sur libéral, la tendance libérale. Anne-Lou peut peut-être ajouter ses expériences sur le niveau international des libéraux, de ALDE, mais ici, les libéraux étaient toujours en quelque sorte monopolisés par le VVD. C'est le parti libéral qui existe après la guerre, mais en fait, c'est une parti libéral conservateur, plutôt républicain en France, je veux dire, comparable aux républicains. Et donc, c'était pour nous assez compliqué de développer une tendance libérale progressive, parce que c'était toujours vu comme conservateur. Bon, je crois qu'on a réussi à faire ça, mais c'est une lutte qui continue. Je crois que si on peut le faire en 3 mots, on dit la liberté pour tout le monde, mais on ne laisse personne périr. Et c'est ça le slogan de cette campagne. Et on a une manifeste traduit, une manifeste, c'est une summary qui est traduit. Et Vincent, oui, voilà. The New Beginning. Oui, mais c'est aussi en français, hein, avec c'est aussi Google. en français. Oui, avec Google, c'est incroyable. Je n'ai pas trouvé. Et pas si mauvais non plus. Donc, j'ai une version française. Formidable. On pourra l'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire pour les campagnes électorales actuelles? Il y a des grands tendances. Comment dire? Je veux dire que sur le Covid, il y a une consensus assez large. Il y a des gens qui luttent contre le Covid dans une tendance de complotisme et un peu le refus à la droite. Mais en général, c'est un consensus assez large qui continue jusqu'à maintenant, mais je crois que ça va se défaire dans les semaines qui viennent. Parce que ça devient de plus en plus difficile. Ça pèse sur tout le monde. Des discussions sur la balance entre l'économie, la liberté
et le Covid, ça a penché dans une tendance différente, je crois, je crois. Quels sont les grands débats? C'est sur le climat. Ce n'est plus sur le budget comme à l'époque, c'est sur le climat, c'est sur l'état de droit, euh, et c'est sur le transport, je veux dire le transport et sur l'Europe. Et je crois qu'on fait la distinction, si on regarde dès 66 à cette époque maintenant, on peut dire que nous sommes dans une tendance pro-européen, pro-climat et progressive. Et là, on est dans une même direction que les Verts, les socialistes, qui sont diminués beaucoup, qui ont perdu un peu la lutte. Et on s'oppose, et ça c'est la complication de la politique néerlandaise, on s'oppose aux partenaires qui font partie d'une même coalition, le VVD et le CDA. C'est ça l'enjeu aux Pays-Bas, c'est toujours un peu confus, parce qu'on gouverne toujours avec une autre partie, 2 ou 3 autres parties. Donc on fait la lutte aux campagnes, mais après, il faut coopérer. Bon, je crois que comme introduction, peut-être, Vincent, ça suffit. Ok. Ouais. Peut-être pour ajouter un thème, parce que c'est une très bonne réponse, Joris, mais je crois qu'on a oublié un thème très important de le moment à l'autre, en effet, c'est la construction des maisons. Voilà, tu as raison. Il y a un grand L'habitation. manque de maisons pour des jeunes familles et surtout dans les grandes villes, il y a des gens qui attendent des années et des années pour obtenir une maison quand ils veulent louer et même pour acheter une maison ou pour construire une maison, il y a des listes d'attente énormes et c'est pas un problème de nos jours, ça existe ici depuis des dizaines d'années, mais le moment à l'autre, c'est de temps en temps, c'est comme ça dans le débat public. C'est un thème que tout le monde dit, ah là, maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est vraiment nécessaire de faire quelque chose et tous les partis au milieu, plutôt, ont tous dit dans leur programme, dans leur manifeste que dans les prochaines 10 années, il faut construire 1 million des immeubles bon marché, mais aussi plutôt chers. Et ça, c'est vraiment il faut. Moi, je crois que dans le prochain gouvernement, il y aura une ministre qui s'occupe uniquement de ce problème. Merci à nous parce que tu as raison, c'est très important. Ça m'a donné le temps de réfléchir aussi sur un sujet que je n'ai pas abordé, c'est l'éducation. Nous, un peu on se dit le parti d'éducation, c'est une c'est dans notre manifeste, au moins on a le parti qui prévoit un budget énorme, je veux dire un budget énorme sur l'éducation, parce qu'on croit que on peut pas continuer comme ça. Et le Covid a montré qu'il y a des différences énormes entre, comme on dit, l'honnête chance de se développer. Et donc, l'éducation, vraiment, c'est un de nos grands sujets. L'argent, qu'est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Ok, bon, non. Ok. C'est très intéressant parce que ça recoupe beaucoup des grands thèmes aussi qu'on peut avoir en France. Et donc ça montre quand même qu'il y a une grande proximité entre la France et les Pays-Bas sur les enjeux un peu du contemporain, quoi. On a une première question, c'est vrai, sur la question sur le sujet du nucléaire. J'ai cru aussi comprendre que c'était un sujet assez important aujourd'hui enfin, voilà, dans la campagne.
Il y a plusieurs projets, qui s'opposent sur cette question-là. Est-ce que vous pourriez, clarifier ce point et la position de D66 par rapport au nucléaire, et Ouais, voilà, ouais, oui, très bien. Le nucléaire n'a jamais joué un rôle comme en France, hein. Ici, le pourcentage, l'énergie qui est fournie par le nucléaire est vraiment minoritaire comparé au gaz le gazoil. Euh, dans, dans la génération du 66 et après, il y avait une idéologie presque contre le nucléaire à tout prix. Maintenant, je vois que ça change et ça change aussi parce que la jeunesse a une vision différente. Elle croit que toutes les solutions pour résoudre le problème du climat, on ne peut pas écarter le nucléaire. Moi, j'ai discuté souvent avec les réunions dans le parti, et le compromis a toujours préservé de ne jamais dire qu'il faut jamais accepter le nucléaire. Ça peut être une solution au futur, mais pas maintenant. Et ce qui fait pourquoi les gens ont un peu hésitants, c'est parce que on a cru que le nucléaire peut-être va contre l'énergie solaire, contre l'énergie éolienne. Et donc ce sera une solution à grande vitesse qui évite qu'on fait les choses qui sont bonnes comme l'éolienne et l'énergie solaire. Oui, mais je crois maintenant que ça va changer. Oh, excusez-moi. Moi, je crois en général que notre membre, ils ont beaucoup de confiance en les scientistes. Alors, ils n'ont pas peur au niveau d'énergie nucléaire. Si par exemple les Verts ou les socialistes, ils ont plutôt peur. Nous n'avons pas peur, mais on croit que, et ce n'est pas une croissance, mais c'est bien clair que cette construction d'une plante nucléaire, ça va prendre 10 ans, 15 ans. Euh, et on a un problème maintenant, de nos jours. Alors, ça ne va pas donner une solution vite fait, et c'est ça qu'on a besoin. Et je crois que dans des 66 à l'époque, c'était vraiment un débat, et maintenant, il n'y a plus. Moi, par exemple, moi j'habite 10 km du Tricastin quand quand je suis en France, et moi, ça ne me fait rien du tout. Et je crois qu'il y en a beaucoup des autres qui disent non. On a vu que, par exemple, en France, que ça marche sans problème. On n'a pas eu des accidents, ce qui n'est pas tellement bien connu qu'il y a pas mal des plantes nucléaires, des sites nucléaires en France qui sont arrêtés, qui ne marchent pas du tout, qui sont juste plantés, mais ça c'est une autre chose. On n'a pas eu des accidents, pas de problèmes, et ce n'est pas un esprit négatif, mais ça ne va pas donner la solution. Moi j'ai lu, je crois avoir lu, ou entendu parler de 14, que le VVD c'était 14 centrales nucléaires, c'est ça qui prévoyait de créer? Aux Pays-Bas? Où Ouais. ça? Ça m'étonnera. Vous voyez que c'est aussi un autre, c'est dans une échelle différente, c'est un pays assez petit, comme vous va déjà deviner. Et donc, si la France met les centrales nucléaires aux frontières, c'est loin. Ici, c'est jamais loin. Il y en a Donc, beaucoup des centrales nucléaires. ça va donner un débat dans toutes les régions. Donc, je crois, oui, on ne s'est pas exclu, mais ça n'a pas la priorité. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être pour continuer sur cette thématique du climat? Frédéric nous dit que ce sont les déchets, effectivement, qui sont le vrai problème de. Alors, oui, il y a tout un débat aussi sur l'hydrogène.
aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire un petit mot sur l'hydrogène. Là, est-ce que je peux vous inviter pour dire quelque chose sur l'hydrogène parce que moi, je n'ai rien à ajouter sur ce sujet, honnêtement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le climat? Sinon, je sais qu'il y a eu des questions sur l'éducation. Alors, on peut peut-être basculer sur l'éducation s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus. Sur l'éducation, il y a une question qui intéresse les Français, puisque de mémoire, ce sont les chrétiens démocrates et d'autres petits partis qui se sont positionnés notamment sur l'enseignement des langues étrangères, et en particulier sur le renforcement de l'enseignement du français aux Pays-Bas. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser, et de savoir quel est le positionnement des 66 par rapport à ça. Et puis, autre volet, bon, vous avez pointé du doigt, effectivement, je pense que dans beaucoup de pays, en tout cas occidentaux, la crise du Covid-19 a montré que, dans une certaine mesure, il y avait une éducation à plusieurs vitesses. Et vous l'avez rappelé, et je pense que ça sera intéressant aussi de voir comment aux Pays-Bas vous envisagez, quelles sont un peu les solutions que vous envisagez pour, d'une certaine manière, rétablir l'égalité des chances. Ouais. Nous avons pris une position assez distincte sur ce sujet. Pendant, je crois, 15 ans, 20 ans, il était impossible de discuter sur la structure de l'éducation primaire et secondaire. Ce qui fait que l'aspect un peu particulier de l'éducation secondaire aux Pays-Bas, c'est qu'on fait un choix pour une école ou un type d'éducation à 11 ans, 12 ans. Ce qui fait que pour beaucoup des élèves qui ont potentiellement un niveau plus élevé, ils prennent une voie qu'ils ne peuvent plus sortir de cette voie. Donc, on a l'idée qu'il y a un potentiel non utilisé. Et donc, des chances sont différentes et la séparation entre les élèves est faite trop tôt dans leur vie. Donc, nous proposons de faire 2 ou 3 choses. Un, c'est de faire dans l'éducation primaire, ajouter comment dire ça en loup, kinderopvang, les kindergarten pour tout le monde. Gratuite, comme ça, Oui. il y a pas mal des enfants très jeunes qui ne viennent pas parce que même quand c'est pas trop cher pour leurs parents, c'est encore trop de l'argent et ils laissent les enfants chez eux, souvent dans un milieu où on ne parle pas le néerlandais. Alors, quand ils ont 4 ans et quand ils rentrent dans les écoles obligatoires, ils ont déjà un grand problème parce que pendant des années, il y a des autres élèves qui étaient tous ensemble au maternel et qui ont appris n'importe quoi. Et quand ils arrivent, c'est déjà trop tard. Ouais. Donc au début, c'est déjà une amélioration, on croit, des chances. Deuxièmement, de faire pas de faire la sélection dans la première année, mais faire comment dire, le brugklas, donc le première année dans l'école secondaire, de faire 2 ou 3 ans. Et dans 7 ans, fait l'enseignement au niveau différent, mais pas faire la séparation. Ça complique un peu pour les gymnasiums dans l'exécution de cette idée, mais c'est l'idée de faire, de continuer plus longtemps ensemble. Et puis après, prendre une voie qui est au niveau, à l'échelle du potentiel.
Je crois que ce sont ça les plus importants changements de structure. Et en plus, il faut beaucoup plus d'argent pour les salaires euh, dans l'éducation et pour les docents, pour les gens qui enseignent, les enseignants. Et là, on a perdu beaucoup de temps parce que maintenant, on a une très grande pression sur les enseignants. Ils ne sont pas suffisamment nombreux. Ils ne gagnent moyennement, mais pas suffisamment quand on regarde le marché du travail. Et donc là, on a vraiment un effort à faire. Et ça va prendre. Moi, je suis dans une conseil de supervision des grandes écoles aux Pays-Bas, à La Haye. Et moi, je sais, c'est vraiment pénible pour trouver des enseignants. Oui, ce qui gêne, c'est cette armée des professeurs aux Pays-Bas sont assez vieilles, ça vieillisse, et les jeunes, ils cherchent pas trop une carrière à l'éducation. Il y a des professeurs qui partent tous les années, mais il n'y a pas suffisamment des étudiants qui rentrent tous les années pour les remplacer. Et ça, c'est un problème de quantité, mais il y a aussi un problème de qualité parce que surtout de nos jours, avec le Covid, de plus en plus, l'éducation, ça se fait sur l'Internet. Et il y a pas mal de professeurs qui ont déjà qui ont appris comment faire un professeur il y a 30 ans, il y a 40 ans. Évidemment, à ce moment-là, il n'y avait rien du tout au niveau de l'éducation digitale. Et il faut l'apprendre vite fait, de faire des cours sur Zoom ou n'importe où. Et ce n'est pas évident pour la plupart des professeurs. Il y avait une question d'Éric sur notre position vers s'il y a une distinction entre notre position sur l'éducation et des autres partis. D'abord, il y a une distinction entre budget. Quand on a commencé dans ce gouvernement, les partis ils ont voté, je crois, 100 millions, 200 millions au budget additionnel. On a voulu faire 2 milliards et on a fait 2 milliards en plus. Donc là, on a fait vraiment un investissement. Sur le changement structurel de l'éducation, je crois qu'il y a des alliés. Il y a les Verts et aussi les socialistes. Mais on est très hésitant de changer quelque chose au système d'éducation. On est très conservateur et c'est un peu le résultat des grands changements qu'on a voulu imposer dans les années 60-70. Et les gens ont voulu jamais faire ça. Et donc, je crois qu'on a loupé les chances d'améliorer l'éducation quand il était important de le faire. Donc, pour le prochain gouvernement, c'est vraiment un sujet important. Il y a une question sur le bilan du 10 ans de retraite. Moi, je suis assez sévère. Juste avant qu'on passe à cette question, Ouais. je reviens sur cette histoire d'enseignement en français et du français. Donc on a lu qu'il y avait plusieurs partis qui s'étaient positionnés pour le renforcement en fait du français et de l'allemand dans le système éducatif néerlandais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous êtes tous francophones, donc c'est peut-être un peu difficile de poser cette question. J'ai une vue tout à fait personnelle parce que à nous, je ne sais pas si ça fait partie de notre manifeste, je ne crois pas, mais on est devenu très anglo-saxon. Et on a perdu le français et l'allemand. Et je trouve ça, c'est une perte.
Et là, c'est le résultat d'un grand changement de système d'éducation dans les années 60-70. Et donc, ça... Moi, je trouve que c'est pas uniquement l'éducation, mais c'est aussi le monde du média. Les jeunes, ils vivent dans un monde de jeux électroniques et les jeux, ils sont tous en anglais. Et, Ouais. Ils prennent 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour, les jeunes, pour s'occuper de ces jeux. Et automatiquement, ils apprennent l'anglais très facilement. Quand ils apprennent une langue à l'école, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Et apprendre l'anglais, c'est plutôt facile et gratuit. Ouais, donc, si vraiment on veut le changer, il faut un effort énorme avec l'appui de l'ambassade et le gouvernement français. Oui, mais est-ce que D66 vraiment qui se manifeste comme avec une priorité sur l'éducation et Ouais. une priorité sur l'Europe, est-ce qu'il n'est pas étrange que dans le programme, il n'y ait pas une idée sur le plurilinguisme essentiel en Europe et non pas le monolinguisme anglais? Ouais. Ouais. Je trouve ça un peu étrange que ça ne soit pas d'actualité, d'autant plus que dans la les Est-ce que je peux gens ajouter quelque responsables. chose là-dessus? Oui. Ouais. Jean. Parce que je comprends, enfin, j'appartiens à la génération qui a encore eu à l'école, comme plusieurs d'entre nous, 3 langues étrangères, plus le latin, plus le grec. Alors j'ai étudié 6 langues. Mais quand on voit les grands problèmes qui existent actuellement, indiqués par Anne-Lou et aussi par Joris, ce n'est pas une question de priorité. Je comprends tout à fait ce que dit Marie-Christine, mais quand la priorité est d'éviter ou de stimuler même qu'on lit, le problème des jeunes néerlandais, c'est qu'ils regardent tous sur le smartphone et ils ne lisent plus. Alors, lire en ce moment-là une autre langue, c'est encore une autre complication. Alors, je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais franchement, et c'est peut-être aussi l'expérience que vous avez eue tous dans vos contacts avec les Néerlandais, la priorité d'une autre langue que l'anglais est très bas en comparaison avec tous les autres problèmes qui existent. Oui, mais les chambres de commerce, qu'elles soient allemandes ou françaises, manifestent l'intérêt, la nécessité d'avoir des gens qui parlent et allemand et français. Pour le commerce. Ouais. Moi, je suis d'accord. Mais je veux ajouter un mot à ce que Jean vient de dire, que c'est le problème en France avec les banlieues est différent avec les banlieues aux Pays-Bas, parce qu'ils sont majoritairement francophones. Le problème dans les banlieues aux Pays-Bas, c'est qu'ils parlent les turcs ou marocains ou d'autres langues. Et donc, les grandes difficultés avec les chances honnêtes à l'école, c'est la langue. Et donc, il faut concentrer sur le néerlandais et puis l'anglais. Mais personnellement, je suis d'accord. Secondaire, hein. Pour eux, le néerlandais, c'est la langue des secondaires. Chez eux, ils parlent autre chose. C'est la langue seconde, oui. Oui, vous avez raison. C'est un paramètre tout à fait particulier. Oui. Donc, c'est le grand enjeu dans notre système. Et on a fait. J'ai une question sur le bilan de 10 ans de Rutten. Il y a un enjeu qu'on a vraiment ignoré. Non, pas vraiment ignoré. On a joué un jeu contre l'immigration. Et le jeu était partiellement de ne pas faire apprendre les immigrés le néerlandais dès qu'ils sont arrivés ici. Parce qu'il faut pas encourager des gens de venir ici. Qui fait qu'il y a une génération d'immigrants qui sont ici dans le camp d'asile pendant 7 ans, 8 ans, qui n'ont jamais appris le néerlandais.
Et là, c'est une des choses sur le bilan de ce gouvernement Rutte que je regrette beaucoup, beaucoup, parce que c'est une génération qui a perdu du temps. Dans ce gouvernement, avec notre ministre Roger Koolmees, il a changé ça. Et donc, il a voulu, mais ça prend du temps pour faire la législation qui est adoptée maintenant. Dès qu'ils sont ici, ils commencent à apprendre le néerlandais. Et oui, ça sera mieux qu'ils apprennent plus tard le français et l'allemand aussi. OK. Il y avait une autre question que j'ai perdue, je crois, maintenant. Alors, il y avait aussi une autre question sur l'éducation. Alors, c'était plus une remarque sur le fait que D66 avait participé à certaines coupes. Alors, c'était dans le bilan. Alors, elle est où cette question? Certaines coupes budgétaires, notamment dans l'éducation. Il y avait une remarque par rapport à ça. Supprimer des bourses, supprimer le statut des fonctionnaires des personnels universitaires. Voilà. Mais en effet, c'est une erreur. Hein, on va changer ça. Mais au début, c'était pas pour couper de l'argent, parce que au début, l'idée était de supprimer les bourses, mais utiliser cet argent dans l'éducation même. Mais en effet, ce qui est passé, on a supprimé les bourses, mais on n'a pas utilisé tout l'argent pour l'éducation. Et maintenant, je crois que à l'époque, c'était pas uniquement D66, mais c'était aussi les autres partis qui sont d'accord, parce que comme nous ne sommes pas capables de faire quelque chose impressionnant comme ça toute seule, il y a toujours une majorité. Maintenant, il n'y a plus de majorité, et j'en suis sûre que après les élections, quand il y a un autre gouvernement, ils font changer ça. Et on va remettre un système de bourse, peut-être pas tout à fait le même qu'on a eu il y a 10 ans, mais on va faire quelque chose qui donne des possibilités à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ou des parents très riches, pour participer dans l'éducation quand même. Oui, moi je comprends ces critiques, parce que je ne suis pas fier de ce qu'on a fait ici. On a introduit un système qui, après 5 ans, on va changer. Et donc, il y a des étudiants qui ont une dette, qui se posent la question à quoi faire. Il y a de nouveaux étudiants qui entrent dans ce système différent, qui en fait, c'est un système comme à l'époque. Mais maintenant, c'est différent. Et donc, c'est un peu flip-flop. Je ne sais pas si c'est français, mais quand même. Et moi, je ne suis pas très fier de ce système-là. L'idée, c'était positive. L'idée, c'était de ne pas donner de l'argent pour, en fait, l'argent donné pour les budgets des étudiants, mais donner cet argent pour l'éducation, pour la vraie éducation, pour les institutions, pour les universités. On a fait ça. Bon, ça va changer maintenant. Je ne suis pas expert sur l'éducation. Je veux dire qu'on a coupé des budgets au début. C'est aussi une question de rigueur budgétaire à l'époque. Donc, il y a 4 ans, 6 ans, on a coupé les budgets avec une politique de rigueur que la France n'a jamais appliquée. Et donc, on a coupé sur les budgets de tous les ministères, aussi l'éducation. Et après, quand on est entré dans le gouvernement, on a augmenté les budgets. Mais ce qui était aussi un dilemma politique, l'ancien régime des bourses, c'était un système assez général, et ça voulait dire que aussi des enfants des parents qui ont suffisamment de l'argent pour leur faciliter d'aller à l'université ont reçu de l'argent. Et il y avait un débat on a toujours dit c'est facilement, mais c'est pourquoi le boulanger doit payer pour l'éducation des enfants du Premier ministre. C'était qui n'a pas de... tout à fait juste. Ouais. OK, mais
quelle est votre expérience avec l'éducation aux Pays-Bas? Comme on peut apprendre quelque chose de vos expériences. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... moi, pour être tout à fait honnête, bon, moi j'ai des enfants très très petits qui vont à la crèche. La première expérience que j'ai eue, c'était de savoir le coût de la crèche. Et ça, c'était très surprenant. Alors effectivement, il y a le tout cela, donc il y a des aides, etc. Mais à la base, le système, et notamment qu'en fait les crèches sont privées, Ouais. enfin, c'est pas quelque chose auquel on s'attendait en venant aux Pays-Bas. Ça, c'était bon. Encore une fois, avec le tout cela, c'est relativement équivalent au final si on compare à la France. Mhm. Euh, Au mais sujet de l'enseignement primaire, peut-être c'est difficile pour moi de savoir comment ça a évolué aux Pays-Bas. Mais en tout cas, en tant que père de deux jeunes filles, je trouve que c'est vraiment un enseignement de qualité. A priori, dans les résultats PISA, les résultats des Pays-Bas sont a priori meilleurs que ceux de la France. C'est un enseignement plus, comment dire, plus ouvert sur l'extérieur, j'ai l'impression, moins de cours magistraux, plus orienté sur la pratique et peut-être sur l'expression orale, qui sont des choses qui sont aujourd'hui, qui deviennent de plus en plus importantes. Donc oui, mon expérience en tant que Français. Ouais, non, merci. C'est intéressant. Merci. Très très bien. Ouais, Frédéric? Oui, je voudrais ajouter autre chose. Je trouve que, contrairement au système français, les Pays-Bas offrent vraiment un système de passerelle. C'est-à-dire qu'un enfant qui commence au VMBO peut ensuite passer au HAVO et aller dans un EMBO, c'est-à-dire un enseignement de bac plus 3 professionnel, ensuite aller au RABEO et éventuellement passer un master. C'est ce que j'ai fait puisque j'étais enseignante et j'ai vu des étudiants avoir ce parcours-là qui marche, disons, qui va avec le développement de l'enfant. Donc, j'ai cru comprendre que D66 voulait créer une sorte de Miedeschro. Et je pense qu'il faudrait faire attention que ça ne devienne pas comme en France, où il y a un tronc commun et les enfants qui ne sont pas axés sur les cours théoriques s'y ennuient et décrochent complètement. Ce qui malheureusement se passe en France. Ouais. Je crois que c'est vraiment quelque chose auquel il faudra faire attention. Ouais. En tant que maman d'enfants qui ont été dans l'enseignement néerlandais, j'étais un petit peu choquée qu'en effet, à 11 ans, on soit déjà étiqueté. Et puis après, j'ai compris qu'ils pouvaient passer à des échelons supérieurs. Donc, je trouvais aussi que 11 ans, c'est un petit peu tôt. Et que la Miedeschro doit vraiment faire attention de pas de pas ennuyer les enfants qui ne sont pas intéressés par les cours trop théoriques. Merci, c'est une observation intéressante. Le problème avec le système de passerelle, c'est que les écoles ont financé un système qui, en fait, punit le système de passerelle de plus en plus. Ah ouais. Et donc, pour la performance des écoles, a l'influence sur leur système de financement. Et donc, c'est là où le passerelle est déjà un peu en problème. C'est dommage parce que c'est un. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Et donc il doit faire toutes les deux choses, je crois. Mais c'est une observation très correcte parce que si ça deviendra un trou noir, c'est pas l'objectif. Non, bien sûr. Il y a Désiré qui voulait poser une question. Véronique aussi. Vous m'entendez? Oui. Oui. En parlant de l'enseignement, ce que je voulais dire, c'est que je trouve vraiment un manque aux Pays-Bas que les écoles primaires
n'offre pas de repas chauds aux enfants, comme en France. C'est vraiment un moyen super pour que les enfants s'habituent à une nourriture saine. Et ça, je trouve vraiment un manque. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On a dans le manifeste, je crois qu'on s'appelle ça en nous la journée riche. Ouais. En fait, la journée riche, c'est rien que avoir un repas à l'école qui est de tradition, n'existe pas. Mais aussi, c'est dans la même expérience, surtout dans les banlieues, où les enfants arrivent à l'école sans petit déjeuner. Ouais. Et en plus, ils n'ont rien à manger pour déjeuner non plus. Donc, c'est vraiment dans un ancien système hollandais où ça marche toujours. Maintenant, il faut vraiment s'adapter à la changement dans la société avec une journée riche, comme on dit. Et je crois que ça va changer parce qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, tous les élèves aux écoles primaires rentrent chez eux pour le déjeuner. Et de nos jours, ils ne font plus. Ils sont à l'école jusqu'à 3h, 3h30. Et de plus en plus, comme Jos a dit, il y a des problèmes, surtout dans les grandes villes. Des enfants qui rentrent chez eux, qui rentrent à l'école sans avoir eu un petit déjeuner. Et même des enfants qui, quand ils ne reçoivent pas un repas à l'école, peut-être ils ne mangent pas du tout. Alors, c'est quelque chose vraiment qui va changer. Mais ça, c'est surtout un problème social et pas un problème de l'éducation, je crois. Mais c'est l'école, c'est l'endroit où on va trouver une solution. Mais ce n'est pas quelque chose qui a quelque chose à faire avec le système scolaire. Par parenthèse, d'ailleurs, En Marche a mis en place dans les quartiers difficiles le petit déjeuner gratuit. Il y a beaucoup de programmes du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation pour promouvoir une bonne santé chez les élèves. Et donc, un déjeuner chaud sera, ce sera bien dans ces projets, en affaire, oui. Oui, je suis d'accord. L'éducation, bonsoir. On est d'accord. Ouais, Vincent, vous vouliez poser une question. Oui, j'aimerais deux choses. Réagir peut-être d'abord à propos de l'enseignement primaire. Alors, on est d'accord, aux Pays-Bas, l'enseignement est bon. Ce n'est pas la question ce soir, je crois. Cela dit, l'enseignement primaire, le NRC de ce soir titre qu'un quart des enfants qui quittent l'école primaire n'ont pas le niveau d'écriture minimal. Ouais, j'ai vu. Il faut faire attention. Je crois que c'est l'enseignement. Et c'est sûr que l'année passée, bien sûr, a eu beaucoup d'impact sur ces choses-là. Deuxième remarque que j'aimerais faire, j'ai bien aimé l'intervention c'est moi qui avais posé la question, enfin la remarque, sur effectivement le fait que le study financiering avait été supprimé, le système des bourses, et aussi le statut des fonctionnaires. Ça, on n'en a pas parlé, mais bon. Alors, bien sûr, c'est pas faire le procès de D66 ici, bien sûr que non, puisque, je veux dire, c'est d'une coalition. D66 n'a fait que participer à la coalition, mais a quand même voté le système de la suppression des bourses. J'ai bien aimé votre réaction, M. Baquet. Vous avez reconnu qu'effectivement tout n'est pas parfait. Il faut aussi le reconnaître. Je crois qu'on est tous d'accord ici ce soir, que ça peut être une erreur peut-être, ça va peut-être être amélioré, mais je crois qu'il faut reconnaître aussi que D66 avait voté ça. C'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Je crois que c'est une bonne chose. Et puis le statut des fonctionnaires. Et aussi, il n'était pas seul à le faire, bien sûr, c'est la coalition CFD-CDA, mais ils ont quand même voté la suppression du statut des fonctionnaires, des personnels universitaires, dont je fais partie. Je me porte bien, mais ce n'est pas ça la question. Mais c'est peut-être reconnaître quand même les fautes qui ont été faites dans le passé, dans le domaine de l'enseignement, alors que c'est sûr, D66 est le parti de l'enseignement, certainement. Ça, c'est clair. Oui, non, mais j'ai pas oui. Non, mais vous reconnaissez, c'est bien. J'ai bien apprécié ça. Oui, les erreurs ont été faites. Se dérouler comme ça. Et il faut être honnête sur les choses qu'on a fait. À l'époque, on a cru, on est vraiment convaincu que c'était une amélioration. Et donc, il y a des choses et des prises politiques que plus tard, on regrette. Moi, je suis sénateur depuis 10 ans maintenant.
Et honnêtement, j'ai vu passer des projets de loi que je croyais étaient assez bien et une amélioration. Et plus tard, quand l'exécution a été faite, c'était plus compliqué qu'on prévu. Et on a cru que, par exemple, dans le domaine social, que les municipalités pouvaient faire des choses qu'ils ne pouvaient pas ou qui n'avaient pas suffisamment de budget. Oui, c'est ça. En travaillant, on découvre des choses qui ne marchaient pas. Et ça, honnêtement, c'est une côté de mon travail qui parfois c'est pénible. Mais on apprend comme ça. Véronique. Merci. Attends, Véronique, on va activer ton micro. Ça marche là? Voilà. Bon, oui, bonsoir. Pour rajouter un témoignage aussi en tant que maman, j'ai un enfant qui a 14 ans et ce que vous proposez sur reculer la séparation de 2-3 ans, je trouve que c'est une très bonne idée parce que surtout pour les garçons, attendre un petit peu pour les sélectionner, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Et aussi pour avoir des programmes de base tout niveau, VMBO, AVO. Après, au bout de 3-4 ans, ils ont aussi peut-être plus envie de se spécialiser et peut-être de faire des langues étrangères un peu plus tard, ce qui vous permettrait d'accentuer le néerlandais sur la base et de proposer des langues étrangères un peu plus tard. Merci. Je crois vraiment que ce sont les garçons qui sont punis par le système. Oui. Et ça continue plus tard parce que ce sont des garçons qui ne sont pas tellement obéissants, qui ne font pas les marques comme les filles, en génération, ne pas les filles. Et donc, ils n'arrivent pas aux facultés de médecins parce qu'ils ne sont pas sélectionnés sur des chiffres. Et c'est dommage. Ça commence déjà là, je crois. Tout à fait. Il y a quand même c'est vrai que c'est peut-être mieux d'attendre un peu et de laisser agir un peu et d'apprendre les langues plus tard, mais le problème, c'est tellement facile d'apprendre une langue quand on est très jeune. Alors, on rate cette période parce que quand ils sont très, très jeunes, il y a aussi des écoles primaires ici aux Pays-Bas qui apprennent l'anglais ou même l'allemand ou le français quand ils sont à la frontière. Même le chinois. Les Chinois même, à des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, et ça va tellement vite et très facile. Et quand on attend jusqu'ils ont 15 ans, 16 ans, on a perdu tellement des années. Peut-être ils sont plus motivés, mais ils doivent faire beaucoup plus d'efforts. Et quand ils sont tellement jeunes, c'est tellement facile. Alors, c'est quand même dommage qu'on perd cette période. Mais ça, c'est dans le système primaire. On le voit dans les lycées français à l'étranger. Les enfants en primaire ont souvent un enseignement bilingue, plus la langue du pays. Ouais. Donc, ils sont trilingues, mais quand ils arrivent au collège, ils ont un enseignement, un tronc commun de base, et ensuite, ils ont les langues étrangères, mais à plus petite dose, ce qui permet quand même de garder ce tronc commun, de mettre, ou bien d'avoir des filières bilingues, ou bien la filière française ou néerlandaise, mais c'est pas pareil. On peut très bien faire apprendre les enfants dans le primaire, mais après dans le collège à passer un système différent. Ouais. Il faut adapter. Mais si la nécessité de renforcer le néerlandais est une réalité aux Pays-Bas, je trouve que c'est bien de mettre l'accent dessus. Et comme les enfants ne peuvent pas tout faire, ils peuvent quand même avoir. Je vois mon fils, il a anglais, allemand et français. Il est en AVO dans un lycée à La Haye, donc il a quand même des langues. Mais il a appris l'anglais dans un lycée français et là, il a un très bon niveau. Et après, on peut diviser les niveaux de langue selon les classes. Mais ce dont on parle après au niveau du tronc commun, je trouve qu'ils sont trop jeunes, 11 ans, pour avoir déjà des distinctions VMBO, AVO, VVO. Ouais, vous pouvez mettre des distinctions dans les langues. Voilà. 3, 4 niveaux.
Ok, merci. Vincent, j'ai une question pour pour tout le monde vous êtes trop poli pour nous critiquer sur la position gouvernementale sur l'Europe. Justement, je pensais passer à. On a bien parlé de l'éducation. Je pense que un sujet sur lequel on va se rejoindre et qui est particulièrement intéressant, c'est évidemment la question de l'Europe. Il y a eu des débats au sein du gouvernement néerlandais. Il y a encore quelques mois. Il y a aussi quand même un mouvement d'extrême droite qui est quand même assez fort et assez anti-européen aux Pays-Bas. Ça sera très intéressant pour nous d'avoir votre vision, à la fois sur jusqu'où les Pays-Bas peuvent aller justement dans le projet européen, et puis peut-être aussi de la société néerlandaise, comment elle juge l'Europe, l'action de l'Europe. Voilà. Là, mais peut-être c'est un sujet de ton préférence. Très brièvement, parce que je crois que c'était intéressant également de changer aussi de caractère pour avoir des opinions du côté de LRM, parce qu'on est très intéressé de savoir si effectivement le président Macron sera réélu. Mais aux Pays-Bas, peut-être trois remarques. Premièrement, les Pays-Bas ne vont jamais quitter l'Union européenne. C'est tout à fait clair qu'économiquement, nous sommes un pays tellement dépendants du commerce international et nous dépendons de presque 60% de nos exportations de l'Europe. Deuxièmement, nous n'avons jamais cru avoir une Europe politique. Ça ne date pas d'il y a maintenant 10 ans, ça date déjà du temps de la communauté du charbon et de l'acier. En 1950, le Premier ministre à l'époque avait un grand doute pour stimuler la coopération entre la France et l'Allemagne. Tandis que ça reste toujours, maintenant, avec 27 membres, le cœur de l'Europe. Sans une coopération franco-allemande, on a perdu. Mais les Néerlandais, qui ont été occupés par Napoléon, qui ont été occupés par Hitler, n'aiment pas un bloc politique en Europe. On se sent plus proche des anglo-saxons. Nous préférons l'OTAN à une défense européenne. Mais troisièmement, je crois que quand on fait des progrès, comme par exemple avec le fonds sur le Corona, à la fin, les Pays-Bas ne peuvent pas bloquer et ne veulent pas bloquer. Alors, ce que je prévois, c'est que nous continuerons à être membres avec une tendance de surtout renforcer le marché commun, l'euro, mais on ne va pas stimuler un processus plus européen. La conception souveraineté européenne, autonomie stratégique, des mots qui sont utilisés par Macron, mais qui sont utilisés par Mme von der Leyen, le nouveau président de la Commission, ne sont pas des mots qui sont très bien reçus ici. Mais curieusement, et là je finis, avec les élections actuellement avec 36 partis, il y a un nouveau parti qui va peut-être être élu. C'est un parti qui s'appelle Volt. Et Volt, c'est un parti qui va se présenter sous le niveau européen. Ce sera, je crois, un concurrent pour les 66 parce que nous ne sommes pas loin le plus européen. Mais je crois que ça démontre qu'il y a aussi une minorité qui est très active pour l'Europe. Et c'est une raison pour laquelle, je crois, on serait très intéressé de savoir si Mme Le Pen va gagner ou Macron. Parce qu'à la fin, si c'est Le Pen, c'est la fin de l'Europe que nous connaissons. Oui. Sur l'Europe, l'enjeu des élections est vraiment, je crois, important. Le Premier ministre, et c'est ça que je trouve un jeu politique très politicienne, il joue sur le côté droite du VVD, chrétien-démocrate, il joue un peu
avec l'électorat de droite, de PVV, et pour s'affirmer critique réservé à l'Europe. Et en même temps, ce sont des messages très mixtes parce qu'il avait un discours à Zurich, il a fait un discours à Berlin, très pro-européen. Sur les sommets européens, il joue un peu comme les frugaux, les 4 pays frugaux, et en fait, ça ne marche pas vraiment. Et le grand risque que Mark Rutte prend avec cette position, à mon avis, c'est qu'il joue un peu le jeu de Cameron. Donc, il donne il donne beaucoup de crédibilité des gens qui sont sceptiques, qui sont critiqués l'Europe, et en même temps, il y a peu de gens qui défendent l'Europe. Et bon, c'est nous, c'est les Verts, ce sont les socialistes, mais dans tous les projets de loi qui passent au Sénat, il faut que les Verts, les socialistes viennent à notre secours. Parce que le VVD et les chrétiens démocrates sont très réservés à l'Europe. Et ça, c'est un enjeu. Et en fait, c'est un jeu très dangereux. Oui. Moi, je suis très sévère sur cette position-là de Rutte, parce qu'il joue avec il va avec un feu. On dit aux Pays-Bas, on joue avec un feu. C'est pas peut-être une expression française, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais j'ai pas peur, parce que je trouve que, évidemment, les gens qui sont criticastres de l'Europe, ils sont très vocaux, mais ils n'ont pas la majorité, vraiment pas. Pas du tout. N'importe quelle étude nous donne les chiffres, la plupart des gens aux Pays-Bas et même la plupart des parlementaires ont vraiment envie de faire quelque chose de drastique. Ils aiment bien de parler de critique de l'Europe. Et c'est ça. Et ça arrête tout de suite là. Parce que déjà, les Néerlandais, ils savent qu'ils gagnent l'argent en être partie de l'Europe. On fait des vacances n'importe où, on a l'habitude de partir n'importe où, même maintenant dans la période de Covid, quand on parle, les gens, on dit qu'est-ce que tu manques maintenant, c'est surtout les vacances, c'est surtout la possibilité de partir n'importe où, parce qu'on aime bien ça, et on est vraiment dans le cœur de l'Europe. Et c'est un jeu dangereux, mais c'est quand même un jeu. Alors, moi, j'ai beaucoup de confiance. OK. Comment vous avez perçu notre position dans les discussions en Europe? Marie-Christine. Moi, j'ai une question pour continuer là-dessus. Vous parliez de partis progressistes, des 66, au début, effectivement, rués dans les brancards, progressistes, etc. Et là, vous dites que vous avez un problème avec les partis chrétiens et libéraux. Et ma question, c'est est-ce que le progressisme des 66, ça consistait à justement se détacher de l'ancrage chrétien de l'Europe ? Ou bien est-ce que vous êtes encore dans la tradition de défendre une Europe au passé chrétien avec mais je ne vois pas la controverse parce que l'Europe est humaniste aussi. L'Europe a une culture commune qui est beaucoup plus large que le christianisme. Et en plus, sur le christianisme, on a une tradition de division aux Pays-Bas entre les protestants sévères, les protestants modérés, tout le monde. Mais... Non, je ne crois pas que la division sur l'Europe est là. La division sur l'Europe, c'est que dans le changement du... Bon, les chrétiens démocrates aux Pays-Bas, ils sont en perte. Ils sont dans une déclin continue. Gentiment, lentement, mais c'est un déclin. Et ils perdent leur vote sur la droite et sur le VVD. Donc, à mon avis, c'est vraiment un enjeu politique de jouer contre l'Europe pour regagner ses votes. Et ça n'a rien à faire avec le christianisme, et, à mon avis.
mais la position, disons, de la création de D66 et puis son évolution, est-ce que Ouais. justement essayer de créer un parti qui se libérait de tous ces carcans religieux qui étaient propres aux différents partis politiques européens, Ab- néerlandais, je veux dire. Absolument, Notre, absolument. Non, non. C'était un peu comme les radicaux en Voilà, France. c'est ça. Donc le progressisme, c'était aussi ça. Et Oui. maintenant, on revient avec une question quand même religieuse au sein de l'Europe, moi, je trouve que c'est religieuse et culturelle. Ah, non. Nous ne sommes pas contre les religions. Nous ne sommes pas contre les religions. Mais maintenant, notre parti leader, elle est catholique, elle est très ouverte, ils disent qu'elle est catholique. Nous ne sommes pas contre les religions, mais nous sommes contre les morales religieuses qui disent aux gens qu'ils n'ont pas le droit de faire des choix dans leur vie privée, au niveau de leur santé, au niveau de leur marié avec n'importe qui veut prendre des autres décisions. Alors, on n'est pas anti-religieux, vraiment pas anti-religieux, mais on a contre les instituts de religion quand ils ont une morale qui vraiment... base de politique. C'est quoi? C'est l'État séparément de la religion. C'est un peu comme en France. Vous êtes aussi un pays qui peut séparer la religion de l'État. Non, laïsme. Laïcisme, oui. Oui, c'est effectivement ce qu'on essaie de faire. Il y a encore des débats puisqu'on a voté la loi sur le séparatisme et il y avait justement tout un débat en France sur une remise en question potentielle de la loi de 1905, etc. Donc c'est un débat, je pense, qui est un peu partout en Europe. Et la loi Ferry, non? Et les lois, oui, tout à fait. Juste pour vous répondre par rapport à la position française au moment notamment du débat sur le fonds Covid, je crois que les Français, en particulier Emmanuel Macron, étaient très agacés par la position néerlandaise, y compris les Autrichiens, le chancelier Kurz. Ils ont été très agacés parce que ce qui s'est dit en France, en tout cas à ce moment-là, c'est que, justement, comme vous l'avez rappelé, les Néerlandais font quand même partie des pays qui profitent le plus de l'Europe, et du marché commun, et de l'euro. Et de fait, je crois que le président français, je pense de son point de vue, en tout cas, il y avait un petit peu trop de réticence côté néerlandais. C'était un petit peu trop dur de faire passer. Il y avait d'autres problèmes avec des Viktor Orban, etc., etc. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que les Néerlandais lui mettent autant de bâtons dans les roues. Par parenthèse, d'un point de vue purement l'attitude, y compris de Mark Rutte et toute la communication qu'il a mis en place par rapport à ça, évidemment, on visait l'opinion publique néerlandaise, mais je pense que dans certains pays, et notamment en France, ça n'a pas été non plus très apprécié. Le coup de la pomme, etc., c'est à ça que je fais référence. Je suis pas sûr que ça a été très, très apprécié par les Français. Enfin, moi, je me souviens de toute une campagne un peu de dénigration des Néerlandais. Non, mais ça, je comprends très bien, et c'est ça qui est si agaçant. C'est une purement politique. Toute politique est locale, mais aussi là, c'est pour l'audience, pour l'électorat néerlandais. Et moi, je trouve ça, c'est déplorable. Bon, Frédéric, je crois que oui. Une question, voilà. Justement, à ce sujet, est-ce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai toujours entendu dire que par tête d'habitant, c'était les Pays-Bas qui payaient le plus proportionnellement pour l'Europe. Donc ça pourrait, je ne dis pas que je suis pour, mais ça pourrait expliquer cette irritation des Pays-Bas d'être un peu frugaux sur la contribution. Frédéric. Peut-être que Yoris, vous pourriez nous...
Non, non, c'est très sympathique, mais franchement, c'est faux. Hein. Ah c'est bon, c'est pour faux. ça, oui. Parce que le gouvernement néerlandais insiste de faire des chiffres qui sont faux. Dans le système de comparaison de contribution qu'on appelle netto, il compte aussi les revenus des douanes, qui sont de revenus d'Europe déjà. Donc c'est faux. Et en plus, comme disait Laurent correctement, notre pays profite énormément de l'Europe. Moi, j'ai introduit une résolution au Sénat qui est adoptée de faire une étude sur les profits des Pays-Bas au marché commun. Bah, vous ne le croyez pas, mais le ministre des Affaires étrangères a dit non, il ne faut pas parce qu'on sait déjà, etc., etc. Il a déconseillé d'adopter cette résolution. En fait, il est adopté et maintenant, ils font des recherches au CPB. Et dans le tome, ils font les résultats. On va voir les résultats. Moi, je suis très fier de faire ça parce que non, c'est faux. Tous ces chiffres, non, c'est faux. Voilà. Le port de Rotterdam qui change tout, mais c'est le port de Rotterdam, c'est des... Ouais, non, c'est faux. C'est faux, mais on fait cette histoire chaque fois. Et c'est ça que je veux dire, c'est un système Cameron. Et c'est dangereux. Et donc, il faut voter pour Sigrid. C'est Macron. Patrick. Justement sur ce point-là, j'aurais revenir à l'analyse aussi brève que brillante de Laurent Gian sur la position européenne. Tout à fait d'accord. Et il mentionnait le parti Volt, qui introduit effectivement un aspect nouveau. Que pensez-vous, vous les deux, de l'avenir de partis comme pan-européens, comme Volt? Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, adressée à Laurent Gian, c'est vrai qu'évidemment, nous avons beaucoup trop d'intérêts économiques pour quitter l'Europe, mais d'après moi, ça ne suffit pas parce que à quoi sert d'avoir ces intérêts, de maintenir ces intérêts si vraiment l'Europe elle-même est menacée entre ces blocs, entre les États-Unis et la Chine. Et il faut vraiment adresser ce point-là. Et c'est là que au moins Macron offre une vision qui tient la route. Voilà. Pour répondre à la deuxième question, si tu me permets, Patrick, bonjour oui. D'ailleurs, heureux de te voir. Je crois que une des grandes différences entre les Pays-Bas et la France, c'est que penser comme un empire ou penser dans une force dans le monde, on ne le fait pas aux Pays-Bas. Donc on fait partie de l'Europe. Et c'est l'Europe qui doit diriger cette idée de grande puissance. Parce que nous, on ne le fait pas. Et donc, si Macron prend l'initiative, et Macron et Merkel, c'est très, très bien. Mais là, il y a le grand débat qui va venir ici, c'est aussi pour arriver à une politique commune européenne dans le monde, il faut que l'Europe a le droit, a la position, a le pouvoir. Et donc, que chaque pays va sacrifier un peu de sa souveraineté. Et c'est là le débat. Et je crois que pour nous, on sacrifie rien parce qu'on n'a pas une position dans le monde du point de vue des grandes puissances. Mais c'est la nostalgie souvent qui dirige ce débat. Et j'ai oublié les premières questions, excusez-moi. La question sur Volt, oui. Volt, oui. Mes enfants font la comparaison des manifestes et ils arrivent à Volt. Et donc, j'ai du mal à leur convaincre qu'ils votaient pour les 66. Moi, je l'aime bien. Peut-être ça peut ajouter un peu
du chagrin dans le Parlement sur le débat européen. Et leur position transnationale, ils ont une siège, 2 ou 3, je crois, au Parlement. Entre 1 et 2. Je trouve que c'est génial. Ce sont des jeunes, ils sont très créatifs. Aussi au niveau des campagnes, c'est mon spécialisme à moi. Moi, je m'occupe des campagnes politiques et ils font des choses très modernes. Et déjà en Europe, avec Aldo, on a fait des congrès avec Volt ensemble, quand c'était encore possible d'avoir un congrès avec des gens qui rentrent tous dans une grande salle. On ne peut pas imaginer, mais c'était la folie. On a fait 1000 personnes ensemble, et c'était Volt et D66. Et c'était très génial. Et moi, je trouve qu'ils font... c'est déjà quelque chose de rentrer au Parlement néerlandais, parce que le système néerlandais, c'est un avantage pour les partis qui font déjà partie du Parlement. C'est très difficile à rentrer. Et même quand ils arrivent à rentrer avec une chaise, c'est pas beaucoup, mais c'est le début. Et moi, j'espère qu'ils seront un succès. Et surtout aussi, mon neveu et ma nièce, ils sont tous très, très enthousiastes au niveau de Volt. Alors, est-ce que je peux vous proposer de venir en ligne la semaine prochaine, parce que notre prochaine rencontre, c'est sur Volt avec... Ah ouais, ok. Vendredi non, mais ils me font penser au D66 des années de Langevin. Ouais. Mais bon, ok. Une siège peut-être, pas plus. Parce que ce sont nos votes, c'est nos électeurs. Non, pas uniquement. Il vient aussi des Verts et il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais voté dans leur vie parce que ce sont des premiers voteurs. Il n'y a pas de notre parti. Mais Patrick, franchement, je trouve très, très positif. C'est optimiste, c'est ouvert, c'est... Voilà. C'est notre esprit. Voilà. Et ça rejoint pas mal de l'idéal des marcheurs, hein, puisque c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement Renaissance qui mise sur le social et sur l'identité européenne. Et là, ma dernière question, c'est dans quelle mesure, effectivement, votre position européenne ou votre vision de l'Europe rejoint la vision européenne de Macron et de la République en marche. C'est vrai qu'il y a l'idéal et puis il y a le pratique, hein, qui est effectivement politicienne. Mais l'idéal, je pense, rejoint l'idéal de il faut... Pardon? Ma question serait, est-ce que l'emprisonnement de Sarkozy, est-ce que ça va aider ou ça ne va pas aider Macron? Ah, bonne question. Mais il a fait appel, hein, donc on n'a pas encore... Non, mais c'est quand même quelque chose que l'ancien président, en tout cas, on dirait, on dirait que le marché de l'état de droit, ça existe. Oui, c'est terrible, je pense, pour le soft power français, et pour l'image de la France dans le monde. Mais bon, c'est un autre débat. Après, est-ce que ça va aider ou pas Macron? Je pense que ça fait beaucoup parler les médias. Ceci étant, Sarkozy s'était déjà représenté puisqu'il avait fait la primaire en 2016. Et la réalité, c'est qu'il avait fait un très faible score pour un président sortant dans une primaire. Donc, je pense qu'il a une influence dans un certain microcosme politique. Maintenant, son influence sur la France, c'est plus discutable. En revanche, aujourd'hui, et ça c'est une réalité, Macron, son vrai problème aujourd'hui, c'est un problème de deuxième tour. C'est-à-dire que la plupart des études d'opinion qu'on peut avoir aujourd'hui montrent quand même qu'il a un socle électoral assez solide. Évidemment, il n'est pas rentré encore en campagne. Il est quand même assez fort en campagne. On l'a pu le voir lors des dernières élections européennes. Ça partait quand même pas très très bien pour la République en marche. Et il a vraiment pu remonter à lui tout seul presque. La campagne,
Donc, il est plutôt bon en campagne. En revanche, effectivement, aujourd'hui, il y a un problème de deuxième tour. Et son risque, c'est d'avoir le tout sauf Macron. Parce qu'il y a quand même, au-delà des gens qui votent pour Marine Le Pen, etc., mais il y a quand même aussi... la politique française, c'est vachement extrémisé. Ouais. Il y aura aussi le tout sauf Le Pen. Bon, mais pour peut-être un soulagement pour vous, c'est que le deuxième parti dans les sondages, c'est le parti qui a des projets qui sont contre notre Constitution, le PVV. Et donc, c'est incroyable, mais ils ont le deuxième parti dans les sondages. Donc, les extrémités, ils sont partout. Ils ne sont pas majoritaires, heureusement, parce qu'ils ne... Véronique, tu as une question? Oui, justement, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que ma question, c'était quel est l'état des extrêmes aux Pays-Bas? Comment vous voyez ça par rapport aux élections? Vous parliez tout à l'heure de Le Pen. Et chez vous, aux Pays-Bas, comment est la situation avec l'extrême droite ou les extrêmes? Je peux dire au niveau de ça qu'on a eu beaucoup d'études et en effet, c'est un groupe de 20, peut-être 25%. Et il y a plusieurs partis, mais ils partageaient entre eux les mêmes personnes. Alors, on n'a plus de partis qui sont extrêmes, mais on n'a pas plus de voteurs qui sont extrêmes. Alors, ils partageaient les voteurs entre eux. Mais c'est quand même, c'est sérieux, c'est 20%, de temps en temps c'est 25%. Mais ça, c'est une groupe assez stable depuis les dernières 20 années. Ouais. Et côté extrême gauche, ou ce que... Côté extrême gauche, on peut dire que le Parti socialiste, le Socialiste Parti, ça fait un peu... Mélenchon, bon, ils restent, disons, cantonnés à 15%, 5% peut-être, majoritairement 5%. Et en fait, je travaille beaucoup avec eux dans le Sénat, ils sont assez constructifs. Et donc, c'est différent parce que travailler avec les extrêmes droites, ça se ne fait pas. Ils sont contre tous. Mais Anne-Lou a raison. Ils sont cantonnés à 25%. Après 10 ans, 15 ans, ça n'a pas vraiment changé. C'est aussi la raison pour que je suis tellement sévère sur Rutte et sur le CDA parce qu'ils n'ont pas besoin de jouer ce jeu. Et je crois dans le système proportionnel, comparé à les républicains aux États-Unis, ils ne peuvent pas dominer une grande force, ils ne peuvent pas dominer un grand parti. Et donc, on peut moi, je suis pas tellement. Moi, je trouve bizarre qu'un parti comme ça peut être le deuxième parti du pays. Et un type comme M. Baudet qui dit des choses antisémites et des choses qui sont pires que l'ancien Le Pen. Et qui retourne au Parlement avec 2 ou 3 sièges. C'est quand même déplorable. Bon, mais c'est ça. Les sièges perdus parce qu'ils ne feront pas partie d'une coalition. N'importe quelle coalition, ils ne seront pas là. Alors, ce sont des sièges qu'on ne peut pas utiliser au Parlement pour trouver des majorités constructives. Ce sont des votes de refus, en fait. Des protestes. Ouais. Oui, mais quand même, 25%, c'est considérable. Hein. Bon, mais c'est comme ça. Et l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est qui va devenir majoritaire et qui va gouverner ce pays.
Oui, et tout à Et l'heure, donc, on a bien placé de continuer avec ça, mais pas à tout prix. Vous disiez que le CDA était en perte de vitesse, mais ils ont quand même 18 chaises. Oui, mais à l'époque, ils avaient 50. Hein. Il vient de 50. Maintenant, ils ont un nouveau patron et c'est quand même un parti... Ça ne change rien du tout. On le voit dans les chiffres. À l'époque, les chrétiens démocrates avaient 50 sièges et maintenant, c'est entre 10 et 20. Et c'est pas mal parce que dans un pays avec des gouvernements de coalition avec 10 ou 20 sièges, on peut faire quelque chose. Ils ont d'influence, mais c'est pas comme à l'époque, c'était les chrétiens démocrates qui décident, ils vont continuer avec les conservatifs ou avec les progressifs, et c'est eux qui décident, ils étaient toujours au milieu, et maintenant ils sont juste un des partis qui feront peut-être un élément dans le prochain gouvernement. Alors, pour faire passer la balance, est-ce que vous alliez avec eux ou pas? C'est possible. C'est pas un groupe qu'on dit, c'est pas un groupe qu'on dit qu'on va, comment disons, être dans une coalition jamais. Il y a des autres partis qui sont vraiment exclus pour nous. Ils sont aussi au milieu. Ils ont pas mal des idées qui sont pas un affront pour nous, mais il y a toujours quelques différences au niveau du climat. Ils sont très en faveur comment disons, de l'industrie agricole. Par exemple, ils ne sont pas du tout d'accord avec notre idée de démocratisation. Ils ne veulent pas une maire élue ou un premier ministre élu, pas du tout. Ah bon? Une question de Frédéric, mais je n'ai pas vu ça. Vincent a remarqué qui est correct que les chrétiens démocrates ont un problème démographique. L'électorat est assez vieilli. Très vieilli. C'est le plus âgé de tous les partis politiques. Oui. Bon, ce qui est marrant, c'est dans les grandes tendances politiques, les chrétiens démocrates ont toujours cru que les démocrates 66 sont d'une espèce un peu anti-système. Mais en fait, on est à même taille maintenant, même force, on est dans le même gouvernement. Donc les choses sont différentes maintenant, après 40 ans, 30 ans. Et en même temps, comme en France, les socialistes qui sont, avec les chrétiens démocrates, le grand parti de gouvernement, sont presque décimés. Ouais. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant et pour la stabilité on a toujours lutté avec les socialistes pour être le parti progressiste maintenant, et donc maintenant, je crois qu'ils sont trop petits. Et ça, c'est pas bien pour la Hollande. Et justement, vous nous donnez peut-être le mot de la fin, Yoris. Vous insistez sur le nom du parti qui est démocrate. 66, hein, et quand on dit dès 66, on ne pense pas nécessairement à démocrate. Et je pense que ce serait peut-être d'actualité de le remettre sur le tapis, puisque la démocratie est aujourd'hui au cœur des enjeux du politique. Hein. Démocratie à renouveler, à innover, à préserver, à protéger, à développer. Donc, je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous. Oui. Pardon? Je suis très d'accord avec vous. Ah, d'accord. Alors, moi, je n'ai pas tout à fait compris sur quoi je dois être d'accord ou non. Marie-Christine, je n'ai pas compris le remarque. C'est une remarque politique, ça, Je veux dire de terminer sur le nom du parti, D70, c'est démocrate. Hein? Et donc, votre rôle, c'est de remettre la démocratie au cœur du débat politique, de la préserver, de la protéger, de l'innover, de la recréer. Et je pense que c'est une de nos tâches aujourd'hui. Ah oui. Et, je dirais que ce soir, nous avons une magnifique soirée néerlandaise
francophone, dans la convivialité, dans l'écoute, dans le partage d'expériences, dans le pragmatisme et en même temps dans le partage d'idées. Hein, vous avez très bien, alors je voudrais remercier Laurence Jan, grâce à qui la soirée peut avoir lieu, puisque c'est lui qui nous a mis en contact très aimablement. Yoris qui a accepté de présenter et de vivre pour le parti ce soir. Donc vraiment nous remercions. Annelou. Et alors avec le soutien de Annelou qui a apporté de l'eau au moulin et de façon remarquable et bien explicite et voilà. Et je souligne le partage expérience et idées. Hein. Moi j'ai senti ça ce soir comme on a chacun des expériences et puis des j'allais dire croyances, mais je dirais plutôt des idéaux et que l'on peut mettre en pratique. Voilà, alors je vous remercie vraiment beaucoup d'être tous là ce soir.